sur n'importe quel processus opérationnel, on peut derrière donner une expérience digitale au client. Ce qu'on constate en fait, c'est que les gens maintenant veulent vraiment faire de la transaction en ligne. C'est pour ça que les formulaires de contact, par exemple, sur le site de courtier, par exemple, ça fonctionne pas du tout. Moi, j'ai comme rêve d'utiliser Penbox dans tous mes processus administratifs en tant qu'indépendant. En 1 an, en 6 mois, on a 5 compagnies d'assurance qui travaillent avec nous. Alors en France, on a une personne locale, entre guillemets, qui parle le français de France. C'est pas la même chose l'assurance en Belgique qu'en France. Le monde de l'assurance est en mouvement. Je suis Jean Marot, avocat, entrepreneur et fondateur de Codelot, une agence spécialisée dans la transformation digitale des métiers du droit et de l'assurance. Dans La Franchise en Prime, je vous propose de rencontrer ceux qui ont choisi d'être acteurs de ces changements. Ils sont courtiers, fondateurs de start-up ou représentants de compagnies et ils ont tous un point commun. Des idées, une vision, ils ont cassé les codes. Avec vous, je veux prendre le temps de découvrir leur parcours, leurs innovations et les clés de leur succès. Des entretiens passionnants et c'est promis, avec La Franchise en Prime. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Émile Fillon. Émile Fillon, CEO et cofondateur de Penbox. Je vais commencer par là, Émile. Je ne te l'ai pas dit quand on a préparé ensemble cet entretien, mais j'ai entendu parler de Penbox il y a déjà un bon moment parce que, comme tu sais, moi j'ai d'abord une casquette d'avocat. Et dans mon bureau d'avocat, on avait commencé à créer des formulaires intelligents justement dans le cadre des process avec nos clients dans le droit de la circulation routière notamment. Et puis dans un deuxième temps, là c'est plutôt fin 21, début 22, j'ai décidé de créer une agence digitale Codelot. Et ma première démarche, ça a été de faire le tour des courtiers que je connaissais, des courtiers qui travaillaient en seul ou des plus gros groupes, pour essayer d'identifier leurs besoins. Et je me disais, tiens, ce que j'ai fait chez moi au cabinet d'avocats, ça a peut-être un sens chez les courtiers. Et écoute, c'était chaque fois le même scénario quand je leur parlais de formulaire. On a déjà ça, c'est Penbox, hein, on a Penbox. Donc voilà, je me suis rendu compte que je suis arrivé sur un marché qui était déjà pris pour l'anecdote. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Penbox et je suis vraiment heureux d'avoir l'occasion avec toi d'entrer un peu en profondeur dans ce projet parce que je trouve que on est vraiment au cœur de la transformation digitale du métier, mais dans le concret du métier du courtier ou de la compagnie en assurance. Donc on va entrer dans tout ça. On va certainement parler aussi du monde de l'assurance en général, des enjeux, peut-être d'intelligence artificielle puisque c'est quand même un des hot topics du moment. Mais avant d'entrer dans ce menu assez copieux, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, Émile Fillon? Peut-être avant toute chose, est-ce que du coup tu comptes rentrer dans le marché avec toutes les infos que tu vas capter dans le podcast ou tu te dis c'est bon, ça je le laisse à Penbox? Avec la préparation que j'ai faite et tout ce que j'ai vu sur l'état d'avancement de Penbox, je pense effectivement que je vais devoir pivoter et certainement te laisser ce marché que tu adresses si bien. Ok, génial. Merci d'abord de me recevoir. Donc je suis Émile, cofondateur et CEO de Penbox. Donc avant de lancer Penbox, je travaillais chez AXA. C'est là où on a eu l'idée de Penbox. Donc voilà, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et aussi dans le privé, voilà, je suis j'aime bien les sports extrêmes, donc faire du ski, kitesurf, tout ce qui est un petit peu sensation. Et également papa d'un enfant de 2 ans et demi, Mathéo. Mathéo, voilà. Super. Il vient de commencer l'école ou quoi ici en septembre? Exactement. Ah, c'est bien Exactement. Ça. Tu retrouves un peu de temps après des vacances bien chargées, j'imagine. Exactement. Ça fait du bien de se remettre dans une petite routine en termes d'occupation la journée, ouais, sincère. En parlant de routine et de temps, grand merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Oui. Tu as démarré d'où? Tu habites où? Dilbeek. Ah oui, donc c'était quand même costaud. Bon, écoute, grand merci. En plus, on enregistre ici en septembre 23 et il fait chaud. On sent d'ailleurs en cette fin de matinée que la température commence à monter. Super. Donc tu en parlais de ton début de parcours chez AXA. Ça, c'est sûr que ça m'intéresse de savoir comment peut naître l'idée d'un projet et puis surtout sa concrétisation. Sauf erreur, tu es passé par Solvay avant, des études de management. Tu avais en tête ce que tu allais en faire de ces études. C'était très clair dans ton esprit parce que j'ai vu que tu as commencé peut-être par 1 ou 2 startups, c'est ça? Mais donc, ce que j'avais en tête,
ce que j'allais en faire, je crois que quand on fait Solvay, on a de manière générale pas trop d'idées de ce qu'on va faire après. Okay. C'est pour ça qu'on choisit Solvay. Je crois que quand on veut faire avocat, c'est parce qu'on veut faire, enfin le droit, c'est quand on veut faire avocat. Médecin, c'est parce qu'on veut faire médecin. Je crois que Solvay, on essaye de faire ses études pour garder un petit peu des portes ouvertes et peut-être avoir plein d'opportunités, entre guillemets. Donc ça, c'était par rapport peut-être au contenu. Par contre, j'ai toujours eu l'âme d'entrepreneur, entrepreneurial. J'ai lancé ma boîte d'ailleurs dès que j'étais à Solvay, que j'ai pu le faire. Pendant les études, donc? Pendant les études. Okay. Donc pour la petite histoire, je sais pas si c'est toujours le cas, mais pour lancer une boîte, il faut avoir un diplôme universitaire ou avoir un graduat en comptabilité ou quelque chose comme ça. Oui, sinon il faut passer sa gestion, comme on dit, il faut aller chercher ce diplôme qu'on a automatiquement, sauf erreur, avec les études que tu cites. Ouais. Exactement. Et donc quand j'étais jeune, à 16 ans, j'avais fait les démarches pour essayer d'ouvrir une société, mais je pouvais pas parce qu'en plus ma mère était... À 16 ans? Ouais. Wow. Ma mère n'était pas universitaire et donc je pouvais même pas ouvrir une société avec elle. Et donc à Solvay, dès que j'ai eu mon diplôme de bachelier, l'année suivante, j'ai créé une société avec un ami. Ok. Voilà. C'était quoi? On travaillait déjà à l'époque dans le digital. Donc c'était un peu les débuts des AdWords. Et donc on aidait les entreprises, les petites PME, à faire leur site web et à améliorer leur présence en ligne et faire des campagnes SEA. Et on est en quelle année là, plus ou moins? Alors là, on est en 2009. En 2009. À distance, alors, ou... Non, c'était très physique. Oui, mais c'est parce que je me dis, aller convaincre des entrepreneurs, des sociétés de travailler avec des jeunes de 16-17 ans, faut... Enfin, je veux dire, moi, je vois mon aîné qui va avoir 15 ans, je lui confierais pas toute ma présence digitale aujourd'hui. Donc, c'est pas que je me disais, tiens, est-ce que c'était via un site web sans vraiment savoir qui était derrière? Non, c'était au culot et... je crois qu'il y avait deux aspects. Il y a un aspect qui est peut-être que le digital, avant, c'était moins, je vais pas dire pro, mais il y avait moins d'attentes qu'aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est, je crois que si on a envie d'être professionnel, si on se prépare bien, on peut apparaître professionnel. Et en tout cas, au fur et à mesure du processus, se professionnaliser, se dire, OK, comment est-ce que je vais faire mon premier pitch de vente? On se documente sur comment on le fait, on essaie de faire le meilleur. Et puis, OK, maintenant, je dois remettre l'offre et puis je dois... etc. Et donc, on faisait comme ça un peu au fur et à mesure. D'autant que je dis 16-17 ans, mais tu m'as bien dit, c'était au début de Solvay. Hein. Tu avais déjà voulu le faire plus tôt, mais ça s'est concrétisé plus tard. Hein. C'est marrant, ça me fait penser au parcours de Daniel Ek, fondateur de Spotify. Je sais qu'il a commencé aussi avec un site et à des prestations de marketing digital de type justement AdWords, boîte qu'il a revendue avant de fonder... Spotify. Bon, voilà, je te souhaite le même succès. Je vendais déjà des projets à l'époque, à 16 ans, sans société. Mais c'est dingue. Ça, on peut pas le dire. Si, on peut le dire. Ça commence à faire longtemps. On va parler de prescription. Ouais. Ah, génial. Oui, donc on sent quand même le, comme tu dis, l'esprit d'entrepreneur, l'envie de créer, de créer de la valeur. Avant d'arriver chez AXA, tu travaillais justement dans des projets solo ou c'est de la continuité de ceux-là qui avaient commencé pendant tes études? Donc, quand j'ai fini mes études, je m'étais posé la question, est-ce que je veux continuer ma boîte que j'avais créée chez Solvay, quand je faisais mes études, ou bien alors commencer dans une plus grosse structure. Donc là, j'avais décidé de commencer en consultance. Ça m'intéressait beaucoup, en fait, d'être dans un environnement où on pouvait beaucoup apprendre. Donc, accompagner des grosses structures, il y avait aussi des très beaux trajets de formation qui étaient disponibles. Donc, j'ai commencé là, j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis, j'ai travaillé pour une start-up pendant 6 mois. OK, pas que tu as fondé, tu as travaillé là, OK. Et puis après, j'ai rejoint AXA. Oui, donc les 3 premières expériences, on est dans des univers complètement différents. Je ne sais pas dans quelle boîte de consultance tu étais au départ. C'était Capgemini. Et puis, de nouveau, start-up après avoir déjà créé ton propre projet. Et puis, rebelote, te revoilà dans une très grande société puisque tu arrives chez AXA. Là, de nouveau, tu te dis qu'il y a de l'enjeu de digitalisation ou c'est une opportunité qui passe Alors, j'ai pas du tout commencé dans la digitalisation. Okay. Quand j'ai commencé chez AXA, je m'occupais de la gestion des projets en IT et des budgets. Enfin, on était dans le département de support qui organisait toutes les remontées budgétaires, etc. C'était un truc qui m'intéresse. Enfin, je trouvais le challenge intellectuel de dire
il y a 200 personnes qui doivent aller remonter de l'information pour pouvoir prendre des décisions stratégiques, etc. Je trouvais ça super intéressant de réussir un peu à organiser la donnée. J'ai toujours beaucoup aimé la donnée. Oui, là, il y en avait un paquet, évidemment. Et puis après, donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc, j'étais d'abord dans l'équipe, puis j'ai repris l'équipe dans laquelle j'étais, et puis j'ai repris l'ensemble du département. Donc, il y avait 3 équipes, une quinzaine de personnes qui s'occupaient de toute la finance de l'IT, en fait. Et puis après, j'étais arrivé, j'avais une discussion avec mon manager à l'époque pour dire, voilà, j'ai mis plein de choses en place, etc. Mais je crois pas qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Enfin, comme on en discutait juste avant, je suis quelqu'un qui aime bien qui a l'esprit entrepreneurial, aime bien mettre les choses en place. Et donc après, je me suis redirigé vers le business, où là, j'ai été vraiment dans le département transformation. Ok. Et puis après, travailler sur des sujets de digitalisation. Ah, d'abord transformation, donc faire évoluer la boîte et l'adapter au monde de l'assurance, des challenges, etc. Et puis après, seulement un focus vraiment sur la digitalisation. Oui, c'est le département transformation. Donc, j'ai fait par exemple un projet où on a revu, c'était un projet stratégique sur la revue de la distribution. Ok. Donc, il y avait une composante organisationnelle, il y avait une composante stratégie commerciale, positionnement, etc. Et puis après, j'ai demandé d'avoir plus de responsabilités sur des projets de digitalisation. À l'époque, ce projet était nommé selon des technologies, donc technologie robotics. Mm-hmm. Puis j'ai mis en place le département intelligence artificielle chez AXA Belgique. Et là, on est... il n'y a peut-être pas si longtemps, en fait. C'est quoi, 2017, 18 ou... Ouais, c'est ça, il y a 6 ans, quoi. Ouais, ok. Quelque chose comme ça. Oui, mais enfin, quand même, quand on voit l'accélération qu'on vient de connaître, à l'époque, c'était quand même pas le sujet numéro 1. Bon, j'imagine que dans des grands groupes quand même, mais... En fait, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il y avait évidemment pas mal de sociétés qui commençaient à émerger. Et donc, il y avait des vendeurs qui prenaient contact avec des gens un petit peu partout dans l'organisation. Donc, il y avait des nouvelles initiatives AI qui arrivaient. Et la grosse réflexion, c'était de dire, est-ce que le meilleur moyen, c'est de laisser les initiatives AI comme ça, ou bien alors de réfléchir d'un point de vue AXA, qu'est-ce qui fait le plus de sens, par où on doit commencer, dans quel sens il faut mettre les choses, où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact, et peut-être dans des départements où les personnes ne sont pas spécialement à l'écoute des solutions AI, etc., mais où il faut aller faire un peu plus d'évangélisation. Ouais. Et donc moi, j'ai pris ce mandat-là, où j'ai recruté, à l'époque, Christophe, qui est maintenant devenu mon cofondateur. Ok. Et voilà, on a d'abord été écouter les 10 initiatives qui étaient en cours. On en a gardé quelques-unes. Interne, là, ouais. Du coup, ouais. Okay. Enfin, interne avec des prestataires qui étaient venus avec des propositions de des solutions. Responsables business qui disaient j'ai envie de la faire, je trouve que c'est bien, etc. Oui, donc c'était un peu le tri, faire en interne le tri des offres qui arrivent de l'extérieur, que ce soit déjà sans doute de start-up InsurTech ou de plus grosses sociétés, j'imagine, et de faire des choix en fonction de la valeur réelle que ça pouvait apporter à la boîte. Ouais, inutile de dire que ça a été utile pour la suite de ton parcours. Il y a quand même une forme un peu d'incubateur, mais je me doute bien que c'est pas ce que tu avais en tête, mais ça a dû te chipoter au fur et à mesure, de dire, à un moment donné, en plus, entre le travail, je suppose, un peu plus dans le temps long des process des différents services d'une compagnie d'assurance de la taille d'AXA, et peut-être l'impatience que tu avais peut-être à sortir des solutions, j'imagine que c'est une réflexion qui est tout doucement venue, ou pas du tout. À l'époque, c'était la chance de travailler sur ces gros projets, et puis c'est tout. Il y avait plusieurs choses. Il y avait un aspect qui était que, comme tu le disais, on était exposé à pas mal d'initiatives, et donc on avait l'occasion de voir un petit peu tout ce qui se faisait sur le marché, avec en plus la chance de pouvoir discuter avec des collègues d'AXA qui pouvaient donner des vrais retours sur les technologies. Oui, c'est ça. Par exemple, je vais prendre la technologie chatbot. C'est une technologie qui a fait énormément de buzz à un moment donné. Mais voilà, après nous, on allait discuter avec les responsables métiers. À l'époque, c'était vide. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que, je t'interromps, mais c'est pour ça que ChatGPT a tellement fait parler de lui et révolutionné le métier. C'est que pour m'être moi aussi intéressé au chatbot, c'est sûr que si tu avais un arbre décisionnel complet, bien riche, il y avait moyen d'avoir un résultat plus ou moins intéressant, mais il manquait ce langage, ce conversationnel humain. Enfin,
Ouais. Pour moi, les chatbots de l'époque, c'était déjà un peu des formulaires, mais présentés sous forme de conversation. Mais c'est ça qui était intéressant justement, parce qu'en fait, on pouvait discuter avec différentes entités, différents même pays d'AXA, qui revenaient en disant, ben voilà, nous on a mis des chatbots à cet endroit-là, avec l'intention de résoudre ce problème. Mm-hmm. On l'a résolu, ça a cartonné, ou bien en fait ça a fait un flop parce que le chatbot ça permet pas de faire ça. Et donc en fait, on était exposé à plein de technologies et aussi avec l'insight de comprendre ce qui fonctionnait pas et pourquoi. Dans un niveau de détail important. Et ça, c'était super intéressant, évidemment. Ouais, l'erreur qui était souvent commise à l'époque, je reste 2 secondes sur ces chatbots, c'était de croire que en 2017-18, on pouvait déjà atteindre le résultat qu'on a aujourd'hui avec ChatGPT. C'était pas du tout le cas. Et donc, je suppose que les conclusions à l'époque avec ton équipe, c'était, je parle des projets AXA, c'était ça peut fonctionner si on est sur un sujet très précis. Où il y aura pas de questions ouvertes de l'utilisateur, je vais y arriver, mais plutôt vraiment, c'est pour ça que je parle de formulaire, c'est de l'accompagnement dans le process, c'est présenté sous forme de discussion, mais au final c'est l'automatisation de conversation avec ok, puisque vous m'avez envoyé telle pièce, ben il faudra aussi celle-là, et puisque vous avez indiqué un sinistre à telle date, ben voilà la question. Enfin, alors qu'aujourd'hui c'est mind-blowing, quoi, le moteur de ChatGPT et des autres qui arrivent derrière, puisque tout ça est toujours là, mais avec la data illimitée que ChatGPT est allé chercher à chaque nouvelle version en ligne. Donc, mais bon, on en reparlera certainement tout à l'heure quand on parlera Penbox. Mais peut-être juste pour sur ce sujet chatbot ou technologie, en fait, ce qui était intéressant, c'était parfois on a l'impression on a un marteau en main alors on voit que des clous, quoi. Ouais. Ça c'est l'expression. Et donc ici en fait, comme on avait la possibilité de voir, on voyait les chatbots, on voyait les premiers modèles d'AI qui étaient utilisés, les AI ça existe depuis longtemps, donc mais la nouvelle AI qui était utilisée en production, on voyait vraiment plein de technologies et on arrivait bien à comprendre quand il fallait utiliser quel outil pour résoudre telle problématique. Ouais, c'est ça. Et si je prends l'exemple des chatbots, pour clôturer le truc après, en fait, les chatbots, c'est très fort pour essayer de qualifier une requête. Donc, quelqu'un qui vient et qui dit j'ai ça comme problème, qu'on dise ok, mais est-ce que c'est ça, enfin, de manière précise, voilà, je suis en train de déménager, oui, mais vous êtes en train de déménager, mais c'est quoi votre problème? Puis que la personne aille et puisse vraiment décrire qu'on puisse pointer du doigt le vrai problème. Après, la résolution du problème, les chatbots, c'est un canal qui est un enfer. Ouais. Parce qu'en fait, la résolution d'un problème, c'est donner 20, 30 informations, des documents, etc. Et faire ça en mode conversationnel, tout le monde perd du temps. Ouais, non, aucun sens. Et puis surtout, ça amène à ce qu'on veut justement éviter, à savoir un client non satisfait, parce que le but d'un chatbot, c'est d'ajouter une couche de service digital pour atteindre la satisfaction du client ou une meilleure expérience client. Et ça a été souvent le problème, je trouve, le chatbot amène l'inverse, à savoir, mais enfin, il comprend pas ce que je lui demande, parce que l'utilisateur, il a pas à se poser la question de la technologie qu'il y a derrière, l'arbre décisionnel, les data, il vient juste pour solutionner un problème, pour déclarer un sinistre ou que sais-je, ou obtenir une réponse. Si c'est pire, ben là, non seulement on n'atteint pas l'objectif, mais on aggrave la situation en termes de satisfaction client. Donc voilà, mais enfin, on est 5 ans plus tard dans un contexte tout à fait différent où là... Les technologies ont évolué, ça c'est sûr. Ben, c'est ce qui est impressionnant, je trouve, si on s'arrête 3 secondes là-dessus, c'est que, tu le disais, l'intelligence artificielle, ça remonte aux années 50, si pas avant, si on va chercher vraiment du Turing ou des personnages comme lui. Disons en tout cas dans les années 50, là, on commence à avoir quelque chose de structuré. Mais l'intelligence artificielle, finalement, enfin en tout cas c'est ma vision, ce n'est jamais que l'évolution naturelle de l'informatique. Ça reste de l'informatique, puisque il y a bien longtemps qu'on a des use cases d'IA dans les logiciels, dans les solutions qu'on utilise. Mais finalement,
on ne fait que suivre la courbe exponentielle d'évolution de l'informatique avec les fameuses. Il y a la loi de Moore qui dit, qui s'est vérifié que la vitesse d'un processeur augmente double tous les 18 mois, je crois environ. Et c'est pareil avec la vitesse des transmissions aujourd'hui et avec le stockage de données. Et donc, si on prend en tout cas la vitesse des processeurs et des cartes graphiques pour l'IAM, enfin soit, et le volume de stockage disponible, ben on comprend que avec des datasets, donc des ensembles de données immenses aujourd'hui, il faut non seulement pouvoir les stocker, je crois que ChatGPT, pendant qu'il travaille, c'est un data center par jour, enfin, c'est absolument énorme ce que ça représente, et donc des processeurs capables de traiter cette donnée. Et donc, en fait, l'IA, elle est conceptualisée depuis longtemps, mais c'est maintenant qu'on en arrive à ça. Ce qui, si on reste dessus, puisqu'on s'amuse à parler d'IA, ce qui me pose question, c'est demain et après-demain, parce que cette courbe continue à être exponentielle, cette multicourbe de vitesse de transmission, de vitesse de processeur, de volume de stockage de données, et l'IA commence vraiment à prendre une place de véritable intelligence cette fois-ci, et c'est pour ça que ChatGPT est tellement impressionnant. T'es plutôt du côté des alarmistes ou des optimistes ou peut-être des modérés. J'ai écouté encore récemment Elon Musk. On en pense ce qu'on veut, mais enfin c'est un personnage qui a une importance dans ce secteur-là, puisque faut rappeler qu'il était quand même invest d'OpenAI au tout début, avant que ça ne décolle. Donc il est quand même là à l'origine. Il disait je préfère être un optimiste qui a tort qu'un pessimiste qui a raison. Après, si c'est un optimiste qui a tort. On sait que ça n'a pas marché. Toi, t'es plutôt de quel côté? Par rapport moi, je crois que l'AI, ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre comment on peut l'utiliser et d'être très réaliste sur le fait que ça va avoir un impact important sur le monde du travail et sur la manière dont on travaille dans les années à venir. Et ça ne se limite pas au travail de bureau, où on a l'impression qu'on va automatiser des clics, etc. Tu regardes dans l'agriculture, il y a énormément d'AI qui est utilisé en agriculture, que ce soit pour équiper des tracteurs pour aller, optimiser des récoltes. Par exemple, il y a des systèmes qui sont utilisés où c'est plus des pesticides qu'on va utiliser, mais des grandes remorques de tracteurs où on va aller brûler les mauvaises herbes via de l'AI et des lasers. Donc voilà, c'est pas réservé que au monde du bureau. Et dans le monde du bureau, pour moi, dans le monde des services, pour moi, je le compare comme à l'arrivée de la roue. Oui, je suis d'accord avec toi. À l'époque, c'est un gain de productivité immense. Et je crois que chaque personne qui veut rester un peu dans l'air du temps doit se forcer X heures par semaine ou par mois de se dire je vais essayer de faire un truc avec l'IA. Peut-être ça va pas à chaque fois fonctionner ou quoi, mais je crois que c'est vraiment quelque chose de sain de se dire je vais essayer de me forcer. Je suis en train de faire un truc là, j'essaye de le faire. Je donne un exemple concret. J'ai discuté avec des amis qui me disent moi je fais tous mes résumés de réunion avec l'AI maintenant. Je parle 5 minutes et je lui dis, donc ils prennent leur GSM avec l'app, ils prennent 5 minutes, ils font le résumé de réunion oralement et puis ils disent voilà, fais-moi le compte rendu, puis faire une version de compte rendu, tu peux encore l'adapter, etc. Et puis il l'envoie. Et du coup, tu passes de 20-30 minutes à devoir faire ton compte rendu, etc. à 5-10 minutes. Et c'est aussi beaucoup plus agréable, c'est moins de charge mentale. Évidemment. Et donc voilà. Et ça peut être des gros éléments comme des nouvelles technologies qui vont aller disrupter toute une chaîne de valeur à des petits hacks ou des petits outils qu'on peut utiliser au quotidien et qui vont changer la vie et nous rendre beaucoup plus productifs.
Je prends aussi un exemple, parce que je suis 100% raccord avec toi, c'est une forme d'éducation, et on pourrait d'ailleurs parler des plus jeunes aussi, mais c'est une forme d'éducation de toucher un minimum à l'AI, et c'est à nouveau une des grandes forces ou une des belles opportunités de ChatGPT, c'est que on est directement dedans, ça fonctionne sous nos yeux, c'est très interactif, et donc l'exemple que je veux donner, c'est dans mon bureau d'avocat, j'entendais que certains l'utilisent, et j'étais assez impressionné par le résultat, pour obtenir des recettes de repas et faire les courses, voire même pour la semaine complète. Donc, ChatGPT, voilà ce que j'aime bien, ou mon régime alimentaire, j'en sais rien, donne-moi 5 idées de repas diversifiés pour cette semaine, communique-moi les recettes et fais-moi les listes de courses, sachant que je vais le faire en 2 fois ou en 1 fois. Enfin bon, c'est hyper ludique. Ça permet de se rendre compte de la puissance, et voilà, là on n'est pas du tout dans un process métier, mais peu importe, ça permet de comprendre le type de tâches basiques qui vont nécessairement disparaître. Et pour répondre moi-même à la question que je te posais, moi j'essaie de rester super optimiste, et tu parlais de l'invention de la roue, je suis d'accord avec toi, l'AI aujourd'hui, c'est une évolution, c'est une nouvelle étape dans les différentes évolutions ou révolutions industrielles. C'est un nouvel outil, il est très puissant, mais comme dans les années 80, l'arrivée du personal computer et bien d'autres outils. Et donc là, ça me paraît pas du tout être un risque. Je suis convaincu que, au contraire, si inévitablement il y a des métiers, certaines tâches qui vont disparaître parce qu'elles sont automatisables, mais ça l'a toujours été. Au fur et à mesure de l'informatisation, de la digitalisation, ce qui était automatisable et fait par l'humain a disparu, et ça me paraît très bien. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec ChatGPT et ses équivalents, on fait vraiment une différence entre ce qui est automatisable et ce que l'AI fait, à savoir le créatif. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet de se focaliser sur la création de valeur. D'ailleurs, moi, je l'utilise beaucoup en brainstorming. Alors, j'adore les réunions brainstorming avec l'équipe, mais quand je sèche un peu sur un process, sur une idée, etc., je passe parfois 1/2 heure, 1 heure à challenger ChatGPT, mais qui du coup me challenge aussi, parce que c'est quand même tellement incroyable de lui demander d'un coup 15-20 idées sur quelque chose. Alors, il y en a peut-être 18 qui sont hyper banales, pas très intéressantes, mais ça ouvre des portes. Enfin, moi j'aime beaucoup ça. Et donc, oui, je suis plutôt du côté des optimistes sur les AI, comme toi, manifestement. Ah, c'est intéressant de voir un peu ta vision, d'autant que au-delà de ces considérations très générales, tu es occupé, sauf erreur, à intégrer l'AI dans tes process avec Penbox. Il est temps d'aborder ce chapitre intéressant. C'est vraiment ça que j'avais envie d'entendre de ta part. Donc, on ferme cette parenthèse AI, quitte à la rouvrir par la suite. Et donc, chez AXA, tu commences à avoir un petit peu des fourmis dans les jambes, j'ai envie de dire. Tu discutes, je suppose, avec celui qui sera ton futur cofondateur. Rappelle-moi son nom. Christophe. Avec Christophe. Et vous avez une idée précise en tête avant de partir? Oui, c'est ça. Vous étiez déjà assez loin. En fait, l'idée de Penbox, donc comme je disais, on faisait pas mal d'initiatives digitales avec différentes technologies. Et comme j'expliquais, parfois les chatbots ne fonctionnaient pas dans certains pays, mais évidemment, nous, il y avait certaines initiatives qui fonctionnaient pas chez nous. Donc, il y en a qui fonctionnaient très bien, il y en a d'autres qui fonctionnaient pas. Des fois, on comprenait, mais des fois, on comprenait pas. Et donc, à un moment donné, je dis à ma manager, je vais aller 1 semaine dans les opérations en immersion. Je veux voir, donc, je coupe mon GSM, mes emails, etc. Je répondrai pas, je considère que je suis en vacances. Et donc, j'ai passé 1 semaine à regarder. En fait, j'étais assis à côté des gens, je les voyais travailler, je reposais des questions. On avait super bien organisé ça. Il y avait différentes personnes au fur et à mesure de la journée, etc. C'était super chouette. Et j'avais comme objectif d'essayer de comprendre vraiment c'était quoi l'environnement de travail, les processus, comment les gens travaillaient, etc. Et en fait, c'est là que j'ai vu qu'on avait quand même pas mal de solutions IT qui existaient. Mais là où les gens perdaient un temps incroyable, c'était en fait sur les échanges par email, qui collectent de documents, mais des choses aberrantes. Je vais donner un exemple. Quand on part à la pension,
on a nos assurances pension qui nous contactent pour dire voilà, vous avez votre plan de pension, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Et donc il y a un premier courrier qui est envoyé, courrier et papier, donc. Ouais, courrier qui est envoyé. Bah, ça a peut-être changé maintenant. Oui, enfin, voilà. bon, en tout cas. Un courrier qui est envoyé, on demande qu'est-ce que vous voulez faire. Et puis la personne dit, donc ils ont 3 possibilités, soit je veux l'avoir en cash, soit laissez-le dans votre fonds, soit laissez-le dans un fonds, mais un fonds gouvernemental. Et donc la personne doit revenir avec ça, et puis après on lui renvoie un courrier. Ah, vous avez fait le choix 2, alors vous devez m'envoyer tel document et tel document. Et en fait, voilà, moi je suis dans le digital, je vois ça et je me dis mais on pourrait juste envoyer un formulaire à quelqu'un et puis il dit oui, et s'il dit oui, alors c'est cette section-là qui s'affiche et puis on récupère, etc. Et on identifie plein de process comme ça. Avec, on parlait avant de la satisfaction client. Moi, j'ai toujours eu dans l'idée le retraité qui reçoit un email, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc visuel comme ça, un email ou un SMS, le jour où il fête sa retraite avec son barbecue avec ses potes. Et puis après, il complète sur son smartphone, parce que oui, les retraités aujourd'hui utilisent leur smartphone, même à 60 et des ans. On y reviendra après sur l'âge et le digital. Voilà. Et il complète, il prend, parce qu'à la fin, il doit juste prendre une photo de sa carte d'identité et puis une photo de sa carte de banque, et puis paf, il a l'argent sur son compte. Je me dis, ça doit être vraiment une expérience ah oui, mais ça, c'est fou, quoi. C'est le top, parce que c'est censé être un moment, enfin, et c'est apporté. Pour la plupart des gens, en tout cas, c'est apporté. Voilà. Et donc, si c'est rapide et efficace, c'est le top, évidemment. Et donc, voilà, on identifie ce constat, et en plus, on se dit, de 1, il y a un gros problème d'expérience utilisateur. 2, il y a des employés qui passent plein de temps, en fait, à retraiter un dossier 4 fois. Donc, ça veut dire réouvrir tous les mails 4 fois. C'est de comprendre, on était où? Alors, si c'était leur dossier, c'est bien. Les documents, faut pas. Si c'est le dossier de la collègue qui est en vacances, c'est encore plus compliqué. Ça prend encore plus de temps de tout comprendre. Et puis après, on a un problème pour l'automatisation, parce que si tu as 4 échanges de mails non structurés, avant de réussir à mettre ça dans une API ou un robot qui va aller automatiser les choses, c'est impossible, quoi. Oui, et pardon, je te coupe, mais il y a aussi, à mon avis, quelque chose qui t'importe aujourd'hui beaucoup chez Penbox, c'est la maîtrise des canaux. Parce que si tu envoies un courrier, l'assuré, il peut téléphoner parce qu'il a pas compris ou qu'il manque quelque chose. Il peut envoyer un autre courrier par la poste. Peut-être qu'il va il aura pris l'adresse d'AXA ailleurs parce que, enfin, on parle d'AXA en l'occurrence, mais de la compagnie, parce il va peut-être même se tromper, l'envoyer chez un courtier alors que c'est pas l'idée. Il peut envoyer un mail, mais du coup, est-ce que c'est la bonne référence? Si tu fonctionnes avec un formulaire, t'as unifié tout et t'es certain que si c'est la seule manière d'envoyer les documents ou de répondre, c'est tout. Exactement. Aucun risque. Exactement. Ouais. Et je reviendrai après sur ce que tu as dit, mais donc en fait, on réussissait à résoudre les 3 problèmes avec Penbox. Et l'idée, c'était de dire, sur n'importe quel processus opérationnel, et quelle que soit la manière dont a été initié le process, je vais expliquer juste après, on peut derrière donner une expérience digitale aux clients, pour ceux qui le veulent. Alors, nos statistiques, c'est 80% de la population belge. Quand on envoie des formulaires aujourd'hui, on a 80% de taux de complétion. Ouais, c'est énorme. Et 80% des gens qui veulent être plus efficaces dans leurs échanges. Et donc, pour 80% de la population belge, on offre cette expérience qui est beaucoup plus dans le client est guidé et aussi dans l'instantanéité, je veux dire, des fois relative parce qu'il y a quand même des traitements derrière, mais en tout cas des plus grandes réactivités, quoi. Et par rapport à ce que tu disais sur les canaux, pour moi, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, l'assureur, ou aujourd'hui on travaille dans d'autres industries, mais l'assureur n'est pas ou le courtier, n'est pas en maîtrise de comment l'interaction va être initiée. Alors il peut essayer d'éduquer ses clients en disant, en faisant des campagnes sur toutes les radios, en disant on a un super chatbot, venez déclarer votre sinistre dans le chatbot et faire en sorte que les gens aillent de plus en plus. Si on regarde par exemple KBC, ils ont franchement un chatbot bien foutu. Moi par défaut, je vais aller poser ma question là-bas parce que ils ont réussi à me pousser là-dedans. On peut parce que je prends l'exemple de la déclaration de sinistre sur MyBroker. Je pense qu'il y a eu pas mal de campagnes. Est-ce que ça a atteint un objectif? Pour avoir discuté, je te dis, moi aussi, j'ai essayé d'avoir cette petite démarche d'identification de pain point et de vraiment de soucis. Malgré les campagnes, c'est difficile d'éduquer comme ça
top to bottom, là, vraiment avec un message qu'on essaye d'imposer. Ouais. Les habitudes de fonctionnement d'un assuré, s'il a l'habitude d'appeler son courtier, il appelle son courtier. Maintenant, si le courtier peut répondre par téléphone, et du coup, j'anticipe un peu ce que tu disais, mais non, c'est, voilà, on n'a qu'une entrée, c'est telle page du site ou c'est tel lien. Bah. En fait, tu as plein de problématiques par rapport à ça. Je vais te donner les 2-3 plus importantes. Une première, c'est que si tu as un sinistre, le premier truc que tu n'as pas envie de faire, c'est de créer ton compte. Parce que créer un compte, généralement, c'est compliqué. Donc, tu as un sinistre, alors dépendant de la gravité du sinistre, tu es parfois dans des moments de détresse. Tu n'as pas envie de commencer avec ton It's Me, avec ton truc, je dois retrouver mon numéro de police, blablabla, blablabla. Tu veux pouvoir, communiquer ton problème. Et donc, c'est pour ça que les zones clients, si la personne n'est pas client, ben, ça marche pas. Ça marche pas bien. Si elle n'est pas déjà connectée, je veux dire. Le client de la zone client, c'est ça que je voulais dire. Login ça, c'est une chose. Voilà. Une deuxième chose, c'est que il y a des sinistres. C'est juste impossible d'imaginer que quelqu'un va déclarer son sinistre de manière digitale. Donc, je suis en train de conduire, j'ai mon fils qui est derrière dans ma voiture, j'ai un accident avec mon fils. Je me pose des questions sur sa santé, etc. Je vais pas remplir un questionnaire en me demandant... il y a des gens qui vont me répondre dans 3 jours pour savoir si je peux aller à l'hôpital, machin, etc. C'est quoi la démarche? Et donc, il y a tout un process d'assistance qui doit être fait où on va déjà collecter de l'information. Et à ce moment-là, le pire qu'on puisse faire en tant qu'entreprise qui veut donner un bon service à son client, c'est de dire, vous savez quoi, pour déclarer votre sinistre, rendez-vous sur notre site web où vous allez devoir me redonner toutes les informations que vous avez données parce que je ne sais pas préconfigurer votre formulaire et les 5 premières sections, ça va être les mêmes que si vous ne m'avez pas appelé. Et donc là-dessus, c'est là où aussi on a la vision et on a la vision, c'est ce que font nos clients. C'est en fait, avant, quand on va renvoyer le formulaire vers le client, le gestionnaire, l'employé va pouvoir le configurer en fonction de la situation, la discussion qu'il a eue avec le sinistré. Donc pouvoir dire il y avait des dégâts, il y avait des blessés, pas des blessés, des autres parties impliquées, des témoins, etc. Et donc pouvoir un peu personnaliser tout ça aussi en fonction de ce qu'il y a dans le dossier Omnium, pas Omnium. Et le client va avoir un formulaire qui est vraiment spécifique pour lui, personnalisé. Et c'est que s'il remplit ça, c'est l'information nécessaire et suffisante pour faire avancer son dossier. Il va peut-être remplir l'équivalent de 15 ou 20% de ce qu'il aurait rempli au total sans le formulaire préconfiguré. Mais c'est un peu de ma faute. On a fait un peu de fast-forward du coup, puisque on discute sauf erreur de ce qu'est Penbox aujourd'hui et des formulaires hyper personnalisables. Pour avoir regardé un peu l'une ou l'autre démo, effectivement, c'est impressionnant à quel niveau le formulaire, et ça c'est sauf erreur la nouveauté depuis quelques mois ou 1 an ou 2, je ne sais pas, mais le formulaire est préconfiguré par le gestionnaire chez un courtier ou dans une compagnie. Mais du coup, si je reviens un tout petit peu en arrière, vous décidez du coup de franchir le pas. Je ne sais pas si tu as l'idée très précise du formulaire très très complet d'aujourd'hui dont vous parlez, mais en tout cas, avec Christophe, vous avez identifié je parlais de pain point, on est vraiment là-dessus. Vraiment, c'est pas possible d'avoir un paperwork pareil. Je commence à faire des anglicismes, c'est quand on parle un peu start-up, mais autant de tracasseries administratives pour pouvoir simplement, par exemple, percevoir sa pension finalement ou la concrétiser. C'est en tout cas l'exemple que tu as cité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à ce moment-là, vous êtes toujours dans la compagnie, vous avez une idée qui vous excite, je suppose, parce que vous avez vraiment envie d'essayer de tester le marché, d'émission, j'imagine, ou en tout cas vous quittez, et là, ça y est, vous lancez directement la société, vous la créez tout de suite, vous deux. Oui, donc on est... moi, ce que je vois, c'est un petit peu des planètes qui s'alignent. Okay. Je veux dire, dans mon privé, voilà, ça se mettait bien pour que je lance ma boîte. D'un point de vue chez AXA, j'avais pas des grosses perspectives de croissance. Moi, j'avais toujours ce besoin de dire dans X ans, je pourrais être là ou avoir un gros défi à relever. Ici, c'était plutôt, il fallait continuer ce que j'avais fait avant. Et puis après, il y avait cette idée qu'on voyait. Qu'on va être très complémentaire à d'autres technologies qui avaient boomé les années précédentes. Et donc, on se dit, OK, ça, c'est le sujet de demain. Le train, il est en gare. Il y a le chef de gare qui vient de
d'annoncer le départ du train, on monte dedans, quoi. Et donc on monte dedans et on le fait de manière assez à refaire, évidemment, je le ferai autrement. Donc c'est vraiment genre, on se dit l'idée est géniale, on y va, on démissionne et puis c'est bon, quoi. Ouais. Voilà. Après il y a d'autres boîtes qui disent je trouve d'abord mes clients le soir et le week-end et puis après j'y vais. Moi c'était assez j'ai démissionné et puis j'ai commencé, quoi. Fake it until you make it. Voilà. T'y vas, on tente un POC, je suppose, un proof of concept, ou en tout cas un premier produit qu'on peut tester, ou à nouveau tu prends ton bâton de pèlerin, tu vas voir 2-3 courtiers ou partenaires avec qui tu as déjà travaillé ou tu l'avais fait peut-être en amont, vérifier la viabilité du projet. Ben non, justement, on n'a pas spécialement vérifié en amont. On était super convaincus du problème et que tout le monde voulait le résoudre, du coup. Ceci dit, ça s'est quand même confirmé. J'imagine que les premiers mois, on déchante peut-être un petit peu parce que ça va pas assez vite et on a démissionné. Il faut y aller. Moi, il y a en tout cas une étape que j'adore. J'aimerais bien que tu me l'expliques un peu dans le début de Penbox. Sauf erreur, le premier use case, c'est la mise à jour des données clients au sein de l'ERP, donc du logiciel de gestion du courtier. C'est, comme il y a une obligation de mise à jour des données annuelles, remédier à ce problème. Et je te dis, j'en avais moi-même parlé à pas mal de courtiers avec lesquels je travaille. L'absence de réponse ou le très très faible taux de réponse à un courrier papier ou à un mailing, merci de vérifier vos données, de les compléter. C'est a priori un mail qui est ignoré ou un courrier qui est ignoré. Mais bon, vous n'êtes pas en train de mettre à jour le RP en question, donc le logiciel de gestion. Vous arrivez avec une solution de l'extérieur. Et donc, ce que je dis que j'aime beaucoup, c'est que, sauf erreur, il y a un hack, c'est un grand mot, mais on bricole une solution pour permettre de le faire. Et sauf erreur, c'était avec un plugin web, donc un petit formulaire en ligne, et puis un lien qui est fait avec le logiciel. Et c'est un peu ça qui fait décoller, en tout cas démarrer Penbox. Ou je résume mal ce qui s'est passé. Alors, les choses qui font décoller une boîte, je sais pas si c'est décoller, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas démarrer. Mais en tout cas, donc on commence effectivement de 2 premiers clients, c'est avec la mise à jour de données clients. Ok. Et pourquoi? Parce qu'en termes de produits, c'était aussi le plus simple à réaliser. Et alors, ce à quoi tu fais référence, c'était en fait, comme on faisait des campagnes où on va aller collecter de l'information auprès des clients, on a, by the way, je sais pas à quoi tu faisais référence par rapport au taux de réponse, mais on a quand même 40 et 80% des personnes qui répondent. Oui, mais là, moi, je parlais de l'an avant Penbox, de l'envoi d'un simple courrier. Oui. Là, c'était très faible. Et donc ici, on a des taux de réponse importants. Et donc, les courtiers nous disent très vite, oui, mais comment est-ce que je le remets dans mon système? Donc, on a nos premiers clients dans la courbe des early adopters, etc. Apparemment, ils trouvaient ça génial de faire des copier-coller, etc. On avait un peu facilité pour qu'ils ne doivent pas faire copier, juste cliquer pour copier, pas coller. Mais effectivement, on vient très vite la question de comment est-ce que je peux, en un clic, essayer de mettre un maximum d'informations. Et donc, on discute à l'époque avec Brio, qui est le fournisseur, Portimac, qui est le fournisseur de logiciels, et puis il nous explique à juste titre qu'ils étaient occupés sur d'autres sujets. Et donc, on regarde dans les différentes versions disponibles, etc., et on trouve effectivement une version qui s'appelle Brio Web, et donc qui est disponible sur le web. Et donc, on développe une extension qui permet en fait d'aller injecter dans le formulaire. Et qui permet effectivement de répondre à cette objection que nos clients avaient, qui est oui, mais ça va être compliqué de remettre les infos. Et on dit non, regardez, ça marche super bien. Et effectivement, c'est ce qu'on peut appeler un hack, dans le sens où c'était quelque chose qu'on avait identifié comme important ou essentiel, je sais pas, pour notre développement. Et puis par la porte ou par la fenêtre, on l'a fait. Et voilà, on l'a fait comme ça, et ça. C'est ce qui nous a permis effectivement de faciliter la vente, le développement, c'est ça. Parce que j'imagine que ça aurait peut-être été un peu juste au-delà des early adopters d'essayer vraiment de croître sur le marché, de se développer
en ayant encore cette contrainte du copier-coller, parce que c'était pas possible. C'était pas possible, on est d'accord. Du coup, il se passe combien de temps entre cette version de l'extension Chrome, ou en tout cas du plugin web, et le moment où, sauf erreur à nouveau, Brio, Portima dit bon, ben ça a l'air sympa votre solution, on la voit chez tous nos clients, ben on va peut-être quand même essayer de travailler ensemble et de faire en sorte que ce soit une vraie intégration. C'est un moment qui arrive quand, ça? Alors, si on va refaire la timeline, donc nous, on lance Penbox en novembre 2019. Ouais. On a nos premiers clients sur la mise à jour de données. Pendant l'été 2020, un peu post-Covid, post-début de Covid, quoi. On essaye de développer déjà ce que j'expliquais juste avant, qui était plus dans l'interaction. J'ai un client au téléphone, je lui envoie un formulaire, etc. On se rend compte qu'il manque plein de fonctionnalités pour pouvoir y arriver. Et donc, en septembre, on décide de vraiment se focaliser sur la mise à jour de données clients. Donc, on ne market plus que ça. Hein. Penbox, mise à jour de données clients, on parle même plus des autres formulaires, etc. Et je crois qu'on réengage les discussions avec Brio en mai, juin l'année suivante. Pendant l'été, on fait l'intégration et elle est live en novembre après. Et il y avait eu d'autres solutions intégrées dans Brio avant, externes comme ça? Donc nous, on était la première solution intégrée via leurs nouvelles API intégrées comme ça dans Portima. Parce que si j'ai bien suivi, c'est mis en avant aujourd'hui par Portima, les API justement. J'ai vu ça notamment au dernier congrès FEPRABEL où ça a été vraiment montré avec des démos, etc., pour encourager justement les initiatives. J'imagine qu'il y a eu quand même finalement un sacré shift, parce que à l'époque, toi tu arrives sur un système complètement fermé, et aujourd'hui c'est un peu, si je perçois bien le discours, c'est un peu l'inverse. C'est voilà, venez avec des solutions pour pouvoir peut-être augmenter l'offre de Brio. En tout cas, les API existent et sont à disposition. Alors moi, je suis pas dans le conseil stratégique de Portima et je sais pas spécialement me positionner. Moi, de ce que j'ai compris, okay. En tout cas quand on discutait avec eux, ça y avait toujours cette intention. En fait, Portima et Brio sont forts à l'écoute des courtiers. Mm-hmm. Quand on discute avec eux, c'est vraiment ça qui est le plus important pour eux. Et ils étaient forts à l'écoute des courtiers qui demandaient d'ouvrir la plateforme. Après, voilà, ça reste une technologie qui n'est pas aussi neuve qu'une startup qui lance sa boîte il y a 2 ans. Mettre des API au-dessus, c'est compliqué. Ouais. Et donc, ils ont regardé ensemble en se disant, OK, il faut qu'on commence ce trajet API. On commence par où? Je crois qu'ils ont décidé entre eux de dire, on va prendre une InsurTech. Et puis, ils ont sélectionné Penbox pour des raisons qui leur sont propres. Enfin, moi, j'étais content, évidemment. Et puis après, fort de cette expérience, je crois que maintenant, ils se disent, OK, c'est le trajet qu'ils sont en train de faire, en train vraiment d'ouvrir la plateforme et proposer plus d'API aussi pour plus de fournisseurs. En tout cas, nous, à l'époque, quand on discutait avec eux, il y avait déjà cette intention d'ouvrir. Ils disaient, voilà, on va ouvrir à tout le monde, mais on va en choisir un, ce sera peut-être vous, ce sera d'autres personnes, etc. À quel moment, donc j'ai bien compris, et c'est ce que j'avais perçu, Penbox se développe et c'est bien vu, sur un usage très très spécifique et relativement simple, si on peut dire, donc la mise à jour de données clients. Donc la cible est uniquement courtier, sauf erreur à l'époque. Aujourd'hui, je crois savoir que vous travaillez aussi pour plusieurs compagnies d'assurance. Donc j'imagine que ça, c'est venu en cours de route. Qu'est-ce qui a permis d'avoir une offre de service aussi pour les compagnies d'assurance dans l'histoire de Penbox? En fait, donc Penbox, on a toujours eu cette vision de dire que nos clients, donc des organisations privées, publiques, puissent créer leurs propres interactions clients. Donc évidemment, la face visible de l'iceberg qui est le formulaire, mais il y a aussi tout ce qui se passe en amont, les notifications, email, SMS, personnalisation, tout ça. Et ce qui se passe en aval, une fois que j'ai collecté l'information, qu'est-ce que j'en fais? Mais donc, de créer cette plateforme et faire en sorte que nos clients puissent développer eux-mêmes dans la plateforme. Et donc, de base, c'est ça qu'on a créé, sauf que c'était nous qui développons uniquement les formulaires parce que c'était assez compliqué, assez technique de le faire. Et en 2022, donc début 2022, on se dit, OK, on a bien travaillé sur le marché du courtage, maintenant on va continuer à faire de la croissance, continuer à convaincre les autres courtiers. Mais on arrive à un niveau technologique où on peut commencer à le proposer à des compagnies d'assurance. Et donc, on commence en fait la prospection sur le marché de l'assurance.
Après 6 mois, on arrive à signer, enfin avoir le premier go, je vais dire conceptuel d'un sponsor business. Pendant l'été, on finalise tous les documents, etc. Et à la sortie de septembre, on travaille avec 2 compagnies d'assurance. Et jusqu'à la fin de l'année, on a convaincu 3 autres compagnies de travailler avec nous. Donc en 1 an, en 6 mois, on a 5 compagnies d'assurance qui travaillent avec nous. Et ce qu'elles font, elles, du coup, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait sur le marché du courtage. Ah oui, c'est ce que je voulais te Ils sont des formulaires que les supportent. Eux, ils viennent avec leurs problématiques en disant ça, c'est notre process, c'est comme ça qu'on le voit, développer nous notre process comme nous on l'imagine. Mais c'est aussi pour les compagnies le dialogue avec les assurés ou c'est de l'interne, c'est avec les assurés ou avec les courtiers. Ou avec les courtiers. Ouais. Donc le courtier se retrouve là de l'autre côté de Penbox, si je puis dire, à remplir plutôt des formulaires ou des déclarations ou autres. Mais on reste quand même dans ce traitement de l'échange d'informations. On a aussi des compagnies qui utilisent Penbox pour le client, mais en passant par le courtier. Donc ils vont dire, voilà, je vais envoyer des propositions à mes courtiers et mes courtiers vont pouvoir collecter l'information auprès des clients. Une fois qu'elle est collectée, il n'y a plus cet effet boîte aux lettres qui existe beaucoup. Quand tu discutes avec un courtier, c'est beaucoup, en fait, sur certains process, je suis une boîte aux lettres. Et donc là, l'information passe en direct. Elle entre directement. Ça m'amène à une réflexion aussi, ou plutôt à une question pour bien comprendre. Donc, Penbox, je le répète une nouvelle fois, se développe sur ce formulaire de mise à jour de données, où là, c'est très complémentaire à l'ERP, donc au logiciel de gestion Brio en l'occurrence. Au fur et à mesure, les fonctionnalités de Penbox se diversifient, s'amplifient. Est-ce que Penbox ne devient pas en soi aussi un peu un ERP, vu le nombre de fonctions? Est-ce que la coexistence est toujours possible? Parce qu'à un moment donné, la base de données de Penbox devient, je suppose, assez costaude. Et comment est-ce que coexistent les deux? Parce que tu as la base de données justement client. Est-ce qu'il y a tout doucement des bases de données sinistres aussi? Et est-ce que tout reste complètement intégré ou est-ce que voilà, c'est quoi les deux aspects? Donc nous, on n'a pas vocation à être un ERP ni même un CRM. Okay. On est vraiment dans l'interaction client. Et d'ailleurs, un courtier, un assureur ou d'autres clients, quand ils vont collecter l'information auprès de leurs clients, donc ils vont la collecter, ils vont la recevoir, et puis ils vont nous notifier, c'est bon, j'ai traité l'information, je l'ai mis dans mon ERP, et après un certain temps, les données disparaissent de notre plateforme. Donc on ne va pas garder la donnée dans le temps. Nous, on est vraiment sur cette partie aller chercher l'information. Transmission, quoi. Et comme on ne fait que ça, c'est pour ça que j'aime bien toujours dire. C'est pour ça qu'on le fait très bien, parce qu'on ne fait que ça, en fait. Ok. Je vais au-delà maintenant des compagnies, donc courtier, compagnie, et tu l'as dit ou sous-entendu tout à l'heure, nouveau métier. Donc, chez Penbox, vous avez identifié le développement futur et avec des investisseurs, puisque vous avez fait une ou plusieurs levées de fonds, plutôt au niveau du développement d'autres métiers, et je pense aussi, je crois avoir lu à l'international, plutôt que faire grossir le produit au sein d'un seul secteur, même si j'imagine bien que fatalement le produit va subir encore de nombreux développements. Mais aujourd'hui, l'évolution de Penbox, c'est plutôt d'utiliser ce que vous avez développé comme nouveau process beaucoup plus fluide pour les clients, en disant si ça a fonctionné pour des courtiers et leurs assurés, ça peut fonctionner pour un avocat avec ses clients ou pour tout type de métier finalement, puisqu'on est tous amenés à communiquer avec nos clients. C'est ça l'idée aujourd'hui ? Exactement. Mais c'est l'idée depuis le début. Depuis le début, ok. Donc depuis le début, on avait cette vision forte de dire, et quand on lance une boîte, il faut essayer de traiter des sujets qui nous embêtent nous. Ouais. Moi, j'ai comme rêve d'utiliser Penbox ou d'autres solutions personnellement, voilà. Idéalement Penbox, dans tous mes processus administratifs en tant qu'indépendant. Ah, j'adore. Donc, dès le départ, ou en tout cas très tôt, vous vous dites, on va commencer par le métier qu'on connaît, c'est le monde de l'assurance, compagnie, courtier, relation avec les assurés. Mais on a déjà en tête, si ça fonctionne, de le développer ailleurs, parce que si ça a fonctionné là, ça fonctionnera ailleurs. Ah. Oui, c'est comme ça qu'on a développé le produit et aussi pris des choix dans l'évolution du produit aussi. Du coup, de pas trop
personnalisé non plus à des process purement assurance peut-être pour rester sur un produit, je vais pas dire généraliste, mais en tout cas rester sur cette idée de départ. Générique. Ouais. Est-ce que c'est fondamental, je parlais des investisseurs, cette vision-là, j'imagine, elle est fondamentale pour le pitch avec les investisseurs à l'époque. Il y a eu 2 levées de fonds, c'est ça, ou 3? Plus. Une levée de fonds Une avec seule, des ok. investisseurs. D'accord. Évidemment, ça leur parle beaucoup plus de savoir qu'on parle du marché global que d'un marché limité au monde de l'assurance, même si c'est un marché important. C'est ce qui a été clé. Alors, quand des investisseurs décident d'investir dans une boîte, le premier critère, c'est l'équipe. Donc, deuxième critère, c'est les clients. Donc, ils ont téléphoné aux clients pour savoir si les clients étaient contents. Ils ont dit, on a rarement eu autant d'enthousiasme de la part de clients. Que ce soit le petit courtier je veux dire la petite structure à la grosse boîte. Donc, c'est les échos que j'avais eu quand j'ai fait mon petit tour à l'époque. Donc tu vois, et puis après, effectivement, il y a la dernière question qui est de dire à quel point la société peut devenir grande. Et puis là, ils regardent le marché. Mais les premiers critères, on est d'accord. C'est les personnes avant tout. Je sais que c'est souvent le cas. Et du coup, tu m'as parlé de Christophe. Vous êtes 4 associés aujourd'hui? Alors, on était 4 associés. En tout cas, deux cofondateurs, mais maintenant... Maintenant, on n'est plus que 2. Les autres. D'accord. Voilà. On passe dans différents stades de croissance. Et puis. Et en parlant de croissance, Penbox aujourd'hui, c'est quoi, une 20aine de personnes? Oui. Essentiellement des développeurs, beaucoup en tout cas, j'imagine. On a pas mal de développeurs, mais on a aussi des commerciaux, business développement, évidemment. Voilà, du support client. C'est compliqué de recruter des développeurs en 2023 dans une start-up? Alors, je crois que recruter dans une start-up, c'est compliqué. Surtout au début, quand t'as pas de nom ou... Ceci dit, je te mets à l'aise, c'est compliqué partout aujourd'hui. mais bon. Ou t'as pas lancé précédemment des boîtes, etc. Voilà, je crois que c'était un challenge au début. Je crois que maintenant, c'est un peu plus simple. Alors, recruter des développeurs, ça reste un challenge. Recruter des bons développeurs, c'est et les garder. Quoi. Voilà. Les garder, ça on n'a pas eu... T'as pas eu de turnover? C'est chouette. Non. Oui, donc c'est la preuve que c'est bien fait dès le départ et que ils s'alignent sur la mission de l'entreprise et tout. J'imagine que le management est à la hauteur aussi, parce que quand le management n'est pas bon, on ne reste pas. Donc c'est une 20aine de personnes, chouette. Et alors l'international, je te demandais, c'est... Mais donc on a en 2022, quand on a commencé à travailler avec les compagnies d'assurance, on a aussi été à l'international. Donc on a eu nos premiers clients français. Dans l'assurance, ça? Dans l'assurance. Et on continue à l'international, que ce soit dans l'assurance ou dans d'autres domaines. Donc là, on a principalement prospecté sur la France. Maintenant, on est en train de lancer des efforts de prospection sur d'autres pays. Et concrètement, c'est tout au départ de Bruxelles, où vous commencez à regarder pour avoir un point à Paris ou ailleurs? Alors en France, on a une personne locale, entre guillemets, qui parle le français de France. C'est pas la même chose, l'assurance en Belgique qu'en France. Et dans les autres pays, pour le moment, c'est plus local. En fait, l'idée, c'est de dire que le problème qu'on résout est tellement fort qu'on a des sociétés qui veulent juste la solution, quelle que soit la localisation. Et ça, c'est toujours les premiers clients qu'il faut avoir. Et puis après, effectivement, on dira, il y a une grosse traction dans tel pays, on va mettre une antenne locale. Mais au début, c'est toujours aller chercher les 5, 10 entreprises dans chaque pays qui sont... Oui, avec l'expérience de l'avoir fait, de l'avoir réussi chez nous. Donc, vous avez aussi les enseignements de ce qui a été fait bien ou moins bien à l'époque pour le faire encore mieux aujourd'hui. Ouais. Mais quel parcours? Je me posais une question. Quand vous avez commencé avec Christophe, donc 2 associés, purs cofondateurs, tu es désigné CEO dès le départ. C'est une question de personnalité, de compétences, parce qu'il en fallait bien un des deux, ou Christophe a un profil, je sais pas, peut-être plus opérationnel, différent, ou moins opérationnel, justement? C'était un peu moi qui avais réuni l'équipe. Ok.
Mais on était 4 au début. Hein. Ok, oui, c'est juste. Mais, 4. Oui, raison de plus. Ouais. C'est un peu moi qui avais réuni l'équipe. C'était un peu la décision entre guillemets latente, quoi. Ouais. Et puis après, c'est des puis on titres. l'a officialisé. C'est juste. Enfin, je sais pas quelle est ta vision là-dessus, mais c'est parce qu'il faut bien effectivement que quelqu'un prenne le lead, que ce soit un peu la figure de la boîte. Et j'imagine que tu as, au-delà de tes compétences techniques, des compétences commerciales qui ont bien fonctionné, puisque tu l'es toujours aujourd'hui. Ouais, hein, exactement. Top. Donc, Penbox demain, on en a discuté. Si je reviens, même si aujourd'hui tu élargis un petit peu ton spectre avec Penbox sur d'autres marchés, mais si je reviens au monde de l'assurance, puisque on parle quand même ici dans la franchise en prime, podcast qui s'adresse au monde de l'assurance. J'aime bien de connaître l'avis de mes invités sur l'évolution de ce secteur, notamment sur la question de la transformation digitale. On en a parlé tout à l'heure. On est au cœur d'une accélération sans précédent. Là aussi, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit c'est un peu, et c'est malheureusement parfois le cas, une pression à la transformation digitale qui est un peu subie. Moi, j'essaye toujours d'avoir un discours qui est plutôt essayons d'identifier les opportunités, et c'est ce que tu as fait magnifiquement bien avec Penbox, puisque c'est en ayant identifié un problème qui était idéal à résoudre via la digitalisation. Mais si on essaye d'avoir une approche un peu globale, question très ouverte, pas spécialement facile, mais comment est-ce que tu vois les choses? Il y a des nouveaux acteurs aussi, des assureurs 100% digitaux qui commencent à être présents. Quelle est la place du courtier à l'avenir? Là, je reste moi aussi, je suis cohérent au moins à ce niveau-là, très optimiste, parce que je suis convaincu que c'est justement sur cette couche d'humain qui va rester nécessaire que le courtier aura toute sa place. Voilà, sur toutes ces problématiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je crois que tu as posé 4-5 questions, dont 3 énormes questions dont on peut parler de 20 minutes chacune. Mais je vais peut-être par rapport à l'évolution du digital, donc au niveau des mœurs. Je crois que le Covid a vraiment changé la manière dont les gens veulent interagir avec leurs fournisseurs d'une manière générale, et donc aussi avec leur courtier ou leur assureur. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une plus grande propension à utiliser les canaux digitaux, mais aussi une plus grosse demande. Donc on voit vraiment des courtiers qui nous disent aujourd'hui, moi j'ai des clients qui me demandent de travailler de manière digitale, ça m'intéresse d'utiliser votre solution. Juste pour te donner un exemple, on a fait des A/B testing, donc on teste 2 versions de formulaires et on regarde laquelle performe le mieux, donc donne le meilleur résultat. On a fait des tests, par exemple, pour des formulaires de tarification auto où on posait 10 questions et des tests où on posait 50 questions. Les formulaires qui étaient les plus complétés, c'était ceux où on posait 50 questions. Ah bon? Ouais. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que les gens, maintenant, veulent vraiment faire de la transaction en ligne. Ils veulent pas remplir des formulaires où ils savent qu'après, ils vont être recontactés par les clients. C'est pour ça que les formulaires de contact, par exemple, sur les sites de courtier, par exemple, ça fonctionne pas du tout. Parce que c'est nom, prénom, à propos de quoi vous voulez me contacter. Non. Et ils disent, non, mais ça va pas. Enfin, il n'y a pas de plus-value. Voilà. On sait que ça tombe dans. Alors je prends une adresse, j'envoie un email moi-même et comme ça, c'est plus facile. Et donc on voit vraiment ce changement de comportement au niveau des clients, où ils veulent interagir de manière digitale, parce que pour eux, là ils ont fait plein de choses de manière digitale pendant le Covid. Ils se sont rendus compte que c'était peut-être un petit peu compliqué au début de prendre les outils en main, mais à la fin, ils gagnaient beaucoup de temps. Et donc voilà, il y a ce comportement-là qui existe. Quand tu parles de 50 questions, elles sont pas affichées tout en même temps, comme les formulaires à l'ancienne, si? Non, c'est alors il y a des questions qui sont préaffichées, mais effectivement, au fur et à mesure où tu réponds, tu dis par exemple, est-ce que tu veux un conducteur secondaire ou non? Voilà, ça évolue. Voilà. C'est vraiment. Donc, c'est entre 30 et 50 questions. Oui, c'est ça. Mais c'est pas parce que les formulaires à l'ancienne, là par contre, c'est complètement déprimant d'attaquer un formulaire où tu vois toutes les questions d'un coup, alors que dans un processus très interactif où les questions suivantes s'adaptent aux réponses précédentes, bah tu continues le process et enfin voilà. Mais ça, évidemment, c'est important. Oui, ben écoute, je vois que toi aussi c'est plutôt de l'optimisme. Tu as évoqué tout à l'heure l'âge en lien avec la digitalisation.
J'ai vu en préparant l'épisode une petite vidéo où tu expliquais que l'âge de, comment est-ce qu'on va qualifier ça, de digitalement vieux. Voilà, c'est 77 ans. Donc je me suis dit tiens, mais c'est le Tintin du digital, puisque maintenant, enfin quoi que ça ne commence pas à 7 ans le digital, malheureusement ça commence un peu plus tôt. Mais donc j'imagine que ça casse certaines idées reçues et finalement aujourd'hui, et je suis d'accord avec toi à nouveau sur l'impact positif, si on peut le dire comme ça, du Covid, ou plutôt des confinements plus exactement, qui ont contraint tout le monde à franchir le dernier pas de la digitalisation. Donc en gros, il y a plus vraiment de fracture numérique, en tout cas au niveau de l'âge. Il y a peut-être quand même plutôt des questions qui restent d'actualité en termes de paupérisation de certaines personnes qui n'y ont pas accès. Encore que aujourd'hui, un smartphone en fait. Vu voilà, on développe tous, moi-même aussi avec l'agence, tout en mobile first, parce qu'on sait qu'on a peut-être plus de 80% d'usage sur mobile. La frontière, elle est quand même ténue aujourd'hui, et je pense que tout le monde a vraiment accès au digital. Ok. Mais ce qu'on remarque aussi, et peut-être pour l'anecdote, parce qu'on fait des interviews auprès de nos utilisateurs finaux parfois, et en fait, même des personnes plus âgées qui pourraient être moins digitales, bien que c'est une question de mindset souvent, vont peut-être utiliser vont demander à leur fille ou leur petite fille, etc., de les aider dans les processus administratifs. Et donc, d'un point de vue courtier ou assureur, c'est le même résultat, parce que j'ai envoyé mon formulaire, il est revenu de manière structurée, et puis après, je peux avancer dans le processus, quoi. Il y a toujours bien quelqu'un, effectivement, qui est là. Donc moi je partage ta vision, je reviens à cette place du courtier, à la transformation digitale. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais j'avais vu passer une étude, je pense, de Deloitte, qui avait été relayée dans l'Écho par Gilles Quastio, si je ne dis pas de bêtises, qui montrait que il y a une énorme demande de digitalisation. Donc on veut avoir accès en tant qu'assuré, c'était une étude dans le monde de l'assurance, on veut avoir la possibilité d'envoyer des formulaires, de déclarer un sinistre, de consulter ses contrats en ligne, parce qu'on veut pouvoir le faire quand on veut, d'où on veut, avec son smartphone ou pas, et pas être contraint par des process très fermés. Mais par contre, l'étude démontrait que on ne veut pas une digitalisation à 100%. Donc, on ne veut pas que ça devienne robotique, et on veut garder essentiellement son courtier, parce que là, quand on parle d'un humain pour un assuré, dans la plupart des cas, je parle du professionnel, c'est le courtier qui est visé. Donc ça, c'est évidemment rassurant, mais ça démontre que il faut réussir cet équilibre entre les deux, c'est-à-dire apporter cette plus-value de la relation humaine, mais l'adapter au monde d'aujourd'hui en proposant des services comme Penbox par exemple ou d'autres. Donc il faut se digitaliser pour rendre peut-être encore plus prégnant cette plus-value de l'humain qui reste importante. C'est quand même rassurant, parce que sinon on peut avoir une vision un petit peu pessimiste quand même. La stratégie à avoir, je crois, et on le voit dans les bureaux qui fonctionnent le mieux, c'est réussir à rendre les processus administratifs les plus efficaces possibles. Efficace, ça veut dire qu'on arrive au résultat qu'on veut avec le moins d'efforts possible, pour pouvoir privilégier la relation avec le client. Donc, par exemple, nous, on a certains courtiers, avant d'aller visiter un client, qui vont envoyer un formulaire pour pouvoir déjà récolter toutes les informations du client. Et donc, dans un meeting de 1 heure, où normalement, les premières 20 minutes, on va aller récolter des informations, aller remplir des fiches, etc. Et il gagne déjà ces 20 minutes pour pouvoir aller dans le conseil, dans la discussion avec le client. Évidemment. C'est ce que là je prends un instant ma casquette d'avocat, parce que tu parlais de la comparaison des métiers et des process qui sont identiques. C'est ce qu'on essaye vraiment de faire dans notre bureau Legal Street, c'est vraiment réduire autant que possible toutes les tâches administratives, ou en tout cas les automatiser, réduire le nombre d'étapes, enfin les rendre optimales,
pour amener notre plus-value. Donc, si je prends l'exemple de l'avocat, c'est, allez, je ne sais pas moi, passer du temps à récolter toutes les décisions de jurisprudence, les lister, tout ça peut être automatisé aujourd'hui plus qu'hier encore. Et la plus-value, ça va être vraiment le conseil, et c'est là qu'on peut avoir une véritable qualité, se dire, ben voilà, après tout ce traitement d'informations à moitié automatisé, et je ne parle même pas du vrai travail administratif en amont, mais voilà, mon conseil, c'est ça, voilà comment je vous l'explique, voilà comment je vous fais passer le message, plutôt que de faire, oui, comme je disais, énumérer des tas d'infos, de doctrines, de jurisprudence, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est applicable à tous les métiers. Il faut se focaliser, il faut l'avoir identifié, mais il faut se focaliser sur la plus-value que le professionnel qu'on est, on peut apporter, quoi. Ouais. Et il y a des croyances ou des comportements marrants à propos de ça. On a parfois des courtiers qui disent non, mais en fait, capter de l'information, etc. Enfin, c'est mon travail et je vais pas demander à mon client de remplir des formulaires parce qu'alors, qu'est-ce qu'il me reste comme travail? Bon, au-delà du fait que je crois qu'un courtier fait beaucoup plus que ça, ce qui est marrant, c'est de se dire que parce qu'on ne le demande pas via un formulaire, ça va pas demander d'effort au client. Donc aujourd'hui, par exemple, si je t'envoie un email pour demander des documents, des informations, bah toi tu vas devoir prendre l'email, l'écrire, aller mettre les documents, te demander est-ce que j'aurais renommé, pas renommé, blablabla. Et ça va te prendre du temps. Oui. Et si tu le fais de manière digitale, idem si tu as quelqu'un une demi-heure en ligne qui t'accompagne pendant que tu le fais manuellement. Exactement. Ou tu dois appeler 3 fois. Ouais. Bon, toi, ton nom de famille, ça va. Mais ton adresse, des choses comme ça, c'est... Ah ouais, non, c'est clair. Ouais, ça c'est aussi un peu de résistance au changement. Hein. On a l'impression dans ces cas-là de perdre une petite partie de son travail finalement, alors que c'est l'inverse, c'est pouvoir se développer bien mieux. Enfin bon, en tout cas, manifestement, nous deux on est alignés là-dessus. Chouette, bah écoute, j'en apprends vraiment beaucoup. Je suis très content de mieux comprendre l'histoire de Penbox, qui est encore relativement courte finalement, mais qui est déjà impressionnante. C'est vraiment une belle réussite. Je suis certain que j'ai encore beaucoup à apprendre de toi, mais on va quand même tout doucement clôturer. J'aime bien de poser à mes invités quelques petites questions un petit peu plus pratiques et encore pour mieux te connaître ici en l'occurrence. Émile, t'as une journée type? C'est quoi la journée type d'Émile Fion? J'aimerais bien avoir une journée type. Alors, je crois que quand on est CEO, on sait pas avoir des journées types. J'ai certains de mes associés ou employés qui ont des journées types, mais... Ouais. Est-ce que tu arrives à garder la maîtrise de ta gestion du temps? Moi, c'est un enjeu terrible que j'ai, c'est si on n'anticipe pas assez, on se laisse imposer finalement sur même l'organisation d'une journée ou d'une semaine par tout ce qui est entrant, par les demandes, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, la planification du temps, c'est quand même un enjeu. Je sais pas si tu as des tips ou des conseils. Je crois que ce qui est important, c'est au moins au niveau de la semaine et idéalement au niveau de la journée, se dire c'est quoi le gros sujet que je dois faire cette semaine et il doit sortir par la porte ou par la fenêtre. Et s'il y a des trucs qui pop-up le mercredi ou le jeudi et tu vois que ça met en risque le sujet que tu dois réaliser, bah dire non, ça je vais pas faire, quoi. Il y a un bouquin qui s'appelle Avaler le crapaud. C'est la métaphore pour dire commence par avaler ton crapaud, à savoir la tâche que t'as pas spécialement envie de faire, mais qui est en tout cas le gros morceau comme tu dis. Et je pense que c'est vrai que c'est pas mal derrière la journée, une fois qu'on a fait le gros point le gros sujet qui sinon reste un peu en tête et pourrit un petit peu la gestion mentale de ta journée, surtout si malheureusement tu reviens avec le soir. Donc ça c'est pas mal effectivement. Mais des fois ça peut aussi être un sujet important que tu dois faire, qui est stratégique, que tu aimes bien faire, mais qui va te demander 3-4 heures de focus. Et voilà, si t'es tout le temps perturbé par des demandes à droite à gauche, tu les as jamais ces 4 heures de focus. T'arrives à bloquer des plages horaires quand c'est nécessaire. Mais c'est pas, tu n'es pas ultra discipliné au point de savoir que tous les lundis de 10 à midi, c'est mode avion ou 3 fois par semaine, je sais pas. Le gros problème, c'est que quand tu fais du commercial, t'as quelqu'un qui te dit je suis disponible soit ce jeudi à 10h, soit dans un mois à 9h, alors qui t'arrange, tu dis, on fera jeudi. Moi, j'aimerais quand même bien essayer d'y arriver, quitte à savoir que c'est pas, je veux dire,
obligatoire à 100% et pouvoir en sortir. Mais bon, je vois qu'on a quand même les mêmes contraintes du quotidien. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent? Peu importe, un livre business, quelque chose qui t'a beaucoup aidé avant de commencer à bosser, avant Penbox, pendant Penbox, peut-être un game changer. Je sais pas si ça existe dans ce que tu as lu, ou quelque chose de beaucoup plus léger, un roman, que sais-je. Un livre que j'aimais bien, je vais dire le titre en anglais parce que je sais pas comment il est en français. C'est Never Split the Difference. Ok. Et en fait, c'est la personne qui a inventé tout ce qui est négociation avec les prises d'otages, etc. Okay. Au FBI. Et en fait, c'est un livre très intéressant qui remet au centre la discussion d'humain à humain par rapport au fait qu'on croit qu'on va prendre des décisions relationnelles, que ça doit être rationnelles, que ça doit être des choses gagnant-gagnant, etc. Et en fait, il donne plein de petits tips et plein d'expériences aussi qu'il a vécues sur non mais en fait les gens ne pensent pas comme ça. C'est quand tu dois ici c'est très fort sur la négociation du coup. Okay. Quand tu dois négocier, voilà, c'est plein d'aspects humains. Il y a un petit peu de relationnel, mais très peu. Les biais notamment, j'imagine, qui sont quand même fort présents dans ce genre de discussion. Exactement. Bah écoute, super, je mettrai le lien dans la description de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Bonne lecture. Ceux qui veulent te contacter pour peut-être en savoir plus ou pour en savoir plus sur toi, sur Penbox, c'est plutôt LinkedIn, une adresse mail? LinkedIn. Ou emile@penbox.io. Ah, ça c'est pas mal ça, penbox.io. Hein. Ouais. Ok, super. Bon, bah écoute, Émile, grand merci pour cet échange très riche. Je suis vraiment super content d'avoir pu te recevoir. Si vous entendez cette phrase, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et que vous avez apprécié vous aussi cet épisode de la franchise en prime avec Émile Fion de Penbox. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner pour poursuivre l'évolution de nos aventures. Encore un tout grand merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Émile. Merci à toi. À bientôt.